Pour changer, c'est Otaku Satakosia, Tales from the Crypt. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. À l'heure où j'enregistre, nous sommes début décembre, Noël approche, et vu la vitesse à laquelle j'avance sera probablement largement dépassée lorsque cette vidéo sortira, il me semble donc pertinent d'aborder un film traitant de Noël. Vous savez, ces films pleins de bons sentiments, à la morale gentillette, où les protagonistes apprennent à devenir meilleurs, et est-ce que c'est ma faute si le seul film que j'ai où il est question de Noël est un film à sketch d'horreur britannique des années 70, lui-même adapté d'une BD culte des années 50 ? Petit cours d'histoire. En 1947, Max Gaines, considéré comme l'inventeur des comics, donc pas n'importe qui, meurt dans un accident de bateau, obligeant son fils Bill à reprendre les rênes de sa maison d'édition, ici, alors qu'il ne se destinait pas du tout à une carrière dans les comics. Et on peut dire qu'il part avec un sérieux handicap, car à l'origine, ici signifiait Educational Comics. Et publiait donc des récits scientifiques, historiques, bibliques. À la surprise générale d'absolument personne, ça ne se vendait pas très bien. William Gaines décide donc de changer complètement de direction, rebaptise la compagnie Entertaining Comics, les initiales sont les mêmes donc il n'y a pas besoin de changer le logo, et se met à publier des bandes dessinées surfant sur les modes du moment. Récits policiers, western, romance, avec toujours la caution inspirée de faits réels pour donner un semblant de côté éducatif. Il s'essayèrent même au genre super-héros avec Moon Girl, mais sans des villes dinosaures. Et puis un jour, lui et son complice Al Feldstein décident de se lancer dans un genre alors inédit en bande dessinée, l'horreur. Afin de tester le concept, ils publient dans deux de leurs anthologies policières des récits de The Crypt of Terror et de The Vault of Horror, à raison d'un par numéro, et comme l'accueil public semble bon, ils rebaptisent les deux revues et en créeront une troisième dans la foulée. Ils avaient même le projet d'en faire une quatrième, The Crypt of Terror, mais des circonstances contraires empêcheront sa naissance, et le contenu prévu pour le numéro 1 sera finalement publié dans le dernier numéro de Tales from the Crypt. Ces circonstances contraires tiennent en deux mots, Frédéric Wertham. Psychiatre, un tantinet parano en ce qui concerne les comics, il avait consacré un ouvrage, Seduction of the Innocent, à expliquer en quoi il pervertissait la jeunesse, avec des raisonnements du style Batman rend les lecteurs gays, Wonder Woman donne de mauvaises idées aux filles. Putain, ce serait bien entendu avec les guignols du Comics Gate, celui-là. Et bien sûr, les récits d'horreur DC Comics, ainsi que ceux de leurs nombreux imitateurs, étaient des modes d'emploi sur comment commettre des meurtres. Il en résulta une véritable paranoïa anti-comics, qui aboutira à la création du tristement célèbre Comics Code, un appareil d'autocensure parfois complètement absurde, du genre à demander à retirer un personnage noir dans une histoire qui traite de racisme, et la disparition des récits d'horreur d'ici, qui se rabattra un temps sur les quelques genres qu'ils avaient encore le droit de publier, y compris des récits sur la médecine et la psychiatrie, les genres horreur et policier étant désormais réservés aux récits illustrés qui n'étaient pas considérés comme des BD et ne relevaient donc pas du Comics Code. Et c'est finalement avec le magazine satirique Mad qui s'y renouvellera durablement avec le succès. Avec les années, les comics d'horreur d'ici finiront par être réhabilités et par devenir des classiques, au point de connaître des adaptations plus ou moins officielles en film et en série. La plus connue étant bien sûr Tales from the Crypt, qui débuta en 1989, et à laquelle j'ai déjà consacré 2 dossiers traitant des 2 premières saisons sur mon site Tokuona. Et oui, je compte traiter les 5 autres par la suite, mais... All in good time. Mais Tales from the Crypt avait déjà fait l'objet d'une adaptation sous forme de film à sketch britannique en 1972, et vous constaterez que pour l'édition DVD, ils ont un peu triché en collant des photos de la série télé. Et c'est sans parler de l'accroche. La mort vit dans le caveau de l'horreur. Vous êtes gourés les gars, Vault of Horror c'est la suite. Dont l'accroche est « Sous la crypte repose la salle d'attente de la mort ». Vous avez interverti les 2 accroches, c'est ça ? Oh la bavure! Quoi qu'il en soit, voyons donc à quoi ressemble cette première adaptation live officielle. Ikuzo! Le film s'ouvre
sur Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach, que ceux de ma génération connaissent comme le générique d'Il était une fois l'homme, sauf qu'au lieu de suivre l'histoire de l'humanité, on se balade dans un cimetière. Ceci dit, comme le générique d'Il était une fois l'homme se terminait par la destruction de la Terre, j'ai du mal à dire lequel des deux est le plus macabre. Nous suivons un groupe de personnes qui visitent les catacombes. These catacombs are dangerous, and I must warn you to stay with me and not lose your way. Bande d'imbéciles qu'ils perdent de vue dans 3, 2, 1... My brooch. Hmm? I must have dropped it somewhere. Thank you. Et la preuve que ce sont des imbéciles, au lieu d'appeler le guide en leur disant « Ouh, on est là, on s'est un peu perdu », bah, ils décident de prendre un couloir au pif, et histoire de faire plaisir à Darwin, se retrouve enfermé dans une salle, en compagnie d'un moine qui commence à demander à la fille du groupe, Joanne, jouée par Joan Collins, célèbre pour le rôle d'Alexis dans le soap-opéra Dynasty, ce qu'elle comptait faire en rentrant chez elle. Mais je t'en pose des questions, moi. Réponse. Non, pas celle-là. Je disais donc réponse. Alors, soit il a renversé son verre de vin, soit ils avaient pas le budget pour faire du faux sang crédible. Merry Christmas. Je crois que t'as pas bien compris comment on fêtait Noël, Joanne. Après avoir recouché sa fille, elle s'apprête à se débarrasser du corps quand la radio annonce qu'un tueur fou s'est évadé de l'hôpital psychiatrique et se balade dans le coin déguisé en Père Noël. Ok, lui non plus, il a pas bien capté l'esprit de Noël. Du coup, impossible pour elle de sortir le corps ou d'appeler les flics à l'aide. Oh, demande-lui de repasser dans un quart d'heure le temps pour toi de te débarrasser du corps. Je suis sûr qu'entre assassins, vous arriverez à vous entendre. Elle plante donc le cadavre, fait disparaître les preuves. J'espère qu'elle compte pas les faire disparaître en les avalant. Ah d'accord, c'était pour maquiller le meurtre en accident, je préfère ça. Mais alors qu'elle peut enfin appeler la police, elle réalise que sa fille n'est plus dans sa chambre, et celle-ci débarque en lui annonçant que le Père Noël est là et qu'elle lui a ouvert la porte. Et une gamine en psychothérapie à vie, une! Ce premier sketch est une adaptation fidèle et réussie de l'histoire originale, bénéficiant d'une mise en scène efficace qui arrive à instaurer un sentiment d'angoisse, tout en transmettant un maximum d'informations aux spectateurs avec un minimum de dialogue, belle illustration du show Don't Tell, et il bénéficie d'un décalage apporté par une musique intradigétique consistant en des chants de Noël diffusés à la radio. On notera au passage que le tueur n'est pas très effrayant, contrairement à la bande dessinée d'origine, mais aussi l'adaptation que fera des années plus tard Robert Zemeckis, réalisateur de Retour vers le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump et bien d'autres, pour la saison 1 de Tales from the Crypt, mais ça rend beaucoup plus crédible le fait que la fille le prenne pour le vrai Père Noël. Non, parce que dans les deux autres cas, c'est une canne blanche qu'il fallait lui offrir pour Noël à celle-là. On passe ensuite au deuxième invité, qui, après sa visite, avait l'intention de retourner auprès de sa femme et de ses enfants. Pour ensuite les quitter en prétextant un voyage d'affaires, alors qu'en réalité, il allait refaire sa vie avec sa maîtresse. Choc. Il s'endort durant le trajet, mais est réveillé par un cauchemar, juste avant qu'il perde le contrôle du véhicule en voulant éviter un camion. Et quand il reprend connaissance, il est seul et tous ceux qu'il croise s'enfuient en hurlant. Rebelote avec son épouse, dont il constate qu'elle s'est remariée. Alors soit elle a refait sa vie vachement vite après son départ, soit... Il retourne finalement chez sa maîtresse, qui est la seule à ne pas paniquer en le voyant, pour la bonne et simple raison qu'elle ne le voit pas. Tricheuse. Puisqu'elle a perdu la vue dans l'accident où lui-même a été tué il y a 2 ans. Mais ce n'était qu'un cauchemar, et ils ont à nouveau l'accident. Oh non, ça recommence. Bon, l'intrigue de ce deuxième sketch est plutôt prévisible, mais n'en demeure pas moins efficace.
Comme c'est censé être un rêve, on pardonne volontiers les incohérences du style la voiture est toujours en flammes 2 ans plus tard, et le type est quand même bien conservé pour quelqu'un mort depuis 2 ans. Et s'il est assez fidèle au récit d'origine, il apporte quand même quelques changements en rajoutant une histoire d'adultère, puisque dans la bande dessinée, c'était juste un type qui se faisait raccompagner par son ami, et en zappant la fin où il devient vraiment un zombie. Pour mieux coller avec la fin du film, vous verrez. On passe au troisième, qui est un riche fils à papa méprisant leur voisin, un chiffonnier, joué par Peter Cushing, connu entre autres pour les rôles de Sherlock Holmes et du grand Moff Tarkin dans le premier Star Wars. Enfin, le premier de la trilogie originale, donc le quatrième dans l'ordre chronologique. Ah, il aurait pas pu faire ses films dans l'ordre, George Lucas, c'est compliqué à la fin. Il est cependant nettement plus sympathique que le grand Moff, puisque c'est un veuf ami des enfants, auquel il offre des jouets qu'il répare après les avoir récupérés dans des poubelles. Notez, si ça se trouve, quand il faisait pas sauter des planètes, Tarkin visitait les orphelinats. Voulant le pousser à déménager, le voisin fils à papa saccage les roses d'un autre voisin et accuse ses chiens, qui se retrouvent à la fourrière, à part un qui arrive à s'échapper. Il demande ensuite au service municipal de le mettre à la retraite car il est trop vieux, puis il le diffame pour que les parents interdisent à leurs enfants d'aller le voir, et il lui porte le coup de grâce à la Saint-Valentin en lui envoyant toute une série de cartes d'insultes, en lui faisant croire qu'elles ont été envoyées par tous les habitants de la ville. Félicitations mec, tu viens d'inventer le cyberharcèlement avant même qu'Internet existe. Quelques jours plus tard, s'étonnant de ne plus l'avoir vu depuis le 14 février, lui et son père décident de jeter un œil à sa baraque, s'étonnant de la trouver impeccable alors qu'ils s'imaginaient un taudis plein d'ordures et de saleté, et découvrent qu'ils ont poussé leur voisin au suicide. Pile poil un an plus tard, son cadavre vient lui rendre une petite visite, avec un bien meilleur maquillage que le mari infidèle, soit dit en passant. Et le lendemain, le père découvre le cadavre de son fils avec un petit poème. You were mean and cruel right from the start. Now you really have no... Je crois qu'il aurait encore préféré un poème Vogon. On a donc là le premier récit surnaturel du film. Le coup du zombie dans le deuxième ne compte pas puisque c'était un rêve. Ils prennent donc la peine de faire un peu de foreshadowing en révélant que le chiffonnier était un adepte du spiritisme, par lequel il communiquait avec son épouse décédée, et qu'il lisait des livres sur la vie après la mort. Il repose sur 2 thèmes fréquents des comics ici, celui de la vengeance d'outre-tombe et celui de la justice poétique. D'ailleurs, c'était le titre du récit original. Récit original auquel cette adaptation apporte 2 changements plutôt bien vus. Le premier est que cette fois, toutes les cartes sont envoyées par le connard de service, alors que dans la BD, il convainquait tous les habitants de la ville de les envoyer, ce qui était quand même plus capillotracté, en plus de diminuer sa responsabilité dans sa mort. Probablement pour ça aussi que, toujours contrairement à la BD, son père ne l'aide pas dans ses méfaits, se contentant de le laisser faire, ce qui est pas vraiment mieux. Et d'autre part, en faisant de lui un méchant quand même un peu ambivalent, puisqu'il a ensuite des remords pour ce qu'il a fait. Ce qui n'empêche cependant pas le spectateur d'éprouver une certaine satisfaction en le voyant récolter ce qu'il a semé. Le suivant est un homme d'affaires peu scrupuleux criblé de dettes, qui envisage de vendre ses biens pour éviter la banqueroute, et c'est alors que sa femme remarque une inscription sur une statuette chinoise disant qu'elle peut leur accorder 3 vœux. Elle s'empresse donc de souhaiter avoir beaucoup d'argent, et peu après, alors qu'il est sur la route, son mari se découvre suivi par un motard qui est en réalité... Didi, tu t'es mise à la moto? Ah oui, faut vivre avec son temps. Ah, ta voix a changé, non? Oui, je suis un peu enrouée. Faut dire qu'avec le temps qu'on a en ce moment, je me suis attrapée moi-même. Sa mort dans un accident de la route permet à son épouse de toucher une assurance vie. Comprenant que c'est la façon que la statuette a eu de réaliser son souhait, elle veut l'utiliser pour ramener son mari à la vie, mais un de ses amis le lui déconseille car il a remarqué que cette histoire était très proche de celle de la patte de singe. Un récit où un couple possédant une patte de singe censé exaucer 3 souhaits commence par souhaiter obtenir beaucoup d'argent et touche donc l'assurance de leur fils quand il meurt dans un horrible accident. Et quand sa mère fait un deuxième vœu pour le ramener à la vie, il revient, mais dans l'état où il était à sa mort, c'est-à-dire complètement déchiqueté, obligeant le père à utiliser le dernier vœu pour le faire disparaître. Afin d'éviter ça, l'épouse souhaite donc que son mari revienne dans l'état où il était juste avant l'accident. Entrez! Ah, pardon, c'était dans le film. Je vais probablement poser une question idiote, mais... Qu'est-ce que des représentants en tréteau viennent faire dans cette histoire? Les
croque-mort livré à domicile, maintenant, on se croirait dans un sketch des Monty Python. Son souhait a donc été réalisé, son mari est revenu tel qu'il était avant l'accident, et juste après sa crise cardiaque. Elle utilise donc le troisième vœu pour qu'il vive et reste avec elle pour toujours. Le souci, c'est que comme il a été embaumé, il a désormais du formol à la place du sang et... Ça picote. Et comme elle a précisé qu'elle voulait qu'il reste avec elle pour toujours... Tout ce qu'elle tente pour mettre fin à ses souffrances, c'est inutile. Variation astucieuse autour d'un récit classique, ce sketch est certainement celui qui a la conclusion la plus sadique. Bon, la scène avec le motard est complètement inutile en plus d'être assez bizarre. Mais passons. Signalons que l'histoire a aussi été adaptée dans la dernière saison de Tales from the Crypt, mais sous un autre nom, le faisant passer pour une adaptation d'un récit qui n'a absolument rien à voir, puisqu'il était question d'un homme qui se retrouvait bloqué dans un caveau en compagnie du cadavre de sa bien-aimée, qu'il était obligé de manger pour survivre, s'empoisonnant avec le formol dans son corps. Pourquoi avoir changé le titre ? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y avait des soucis de droit dus au fait que ça avait déjà été adapté dans ce film? Mais dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas changé le titre du récit avec le Père Noël? Je n'en ai aucune idée. On en arrive au dernier, qui est un ancien militaire se rendant à un foyer pour aveugles dont il est le nouvel intendant. Comme il a des goûts de luxe, aime la bonne chair et décore son bureau avec des tableaux qui coûtent les yeux de la tête, il satisfait ses caprices en rognant sur les factures de chauffage, les couvertures, la nourriture. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est immangeable. La bonne, c'est qu'il n'y a pas de rab. Ou le contraire, c'est vous qui voyez. Et quand ses pensionnaires se plaignent, il les envoie se faire voir. In the kingdom of the blind, even the one-eyed man is king. Quand un des pensionnaires succombe, les autres mettent au point leur vengeance. Ils commencent par mettre régulièrement de la viande de côté, cotisant pour offrir un pot de vin à son chien, sous forme de jeu de piste le conduisant à la cave où ils l'enferment. Et ils enferment ensuite le même être, pendant qu'ils lui préparent une petite surprise. Un parcours dont les murs sont hérissés de lames de rasoir. Sauf qu'au lieu de le guider vers la sortie... ça le conduit jusqu'à la pièce où est enfermé son chien. Pardon, été. Et c'est qu'il a la dalle après ces quelques jours de jeûne. Et voilà, on rogne sur les factures d'électricité et après on s'étonne de se la faire couper. Il mord la main qui la nourrit. Oh, à mon avis, c'est pas contenté de la main. On a une nouvelle fois une adaptation assez fidèle au récit d'origine, même si la fin est un peu plus vraisemblable puisque dans la bande dessinée d'origine, il construisait tout un labyrinthe dans la cave. Donc à moins que la cave en question soit un Tardis... Là encore, le récit a été adapté dans la saison 6, mais sous un autre titre, le faisant passer pour une adaptation d'une autre bande dessinée, qui... au moins 7 fois avait une intrigue similaire, mais dans un asile d'aliénés. Du coup, histoire de justifier le titre, il rajoute un personnage d'assistant un peu simplé, et là encore, je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait ça. Nous en arrivons donc à la conclusion, où on découvre, vous l'aurez deviné, qu'ils étaient en fait tous morts, et que le moine ne faisait que leur rappeler comment c'était arrivé. On avait d'ailleurs eu un indice avec le lapsus du fils à papa. It's true. I didn't... Don't like Grimstyke. Et le moine leur explique qu'ils sont là où vont ceux qui meurent sans se repentir. Ah, d'accord, c'était pas une adaptation des comics ici, c'était une adaptation des tracts de Jack Chick en fait. Pour ceux qui connaissent pas, c'était un chrétien fondamentaliste dont la quasi-totalité des bandes dessinées reposait sur le principe du « tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur vont en enfer, même s'ils ont mené une vie exemplaire ». Ah oui, inversement, vous pouvez être la pire ordure de l'univers, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur à votre mort, c'est bon, vous pouvez entrer. Malheureusement, cette chute pose quand même quelques petits soucis de logique.
Bon, pour Joanne, qui est une meurtrière, le directeur de la pension, qui est une véritable ordure qui a causé la mort d'un de ses pensionnaires, le fils à papa qui a poussé quelqu'un au suicide, même si c'est quand même repenti à la fin. Ouais, repenti, donc même là, il y a une incohérence. Bah, les deux autres n'ont pas fait grand-chose pour mériter d'aller en enfer. L'homme d'affaires, on précise qu'il est peu scrupuleux, mais on n'a aucune idée de ce qu'il a fait de si mal. Et le dernier, son seul crime est d'avoir voulu quitter sa famille. Bon, l'époux adultère qui va en enfer, ça arrivait aussi dans un épisode de Jigoku Shoujo. Mais vous trouvez pas la punition quelque peu disproportionnée ? Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont supprimé la fin où il revenait réellement sous forme de zombie parce que sinon c'était pas raccord avec la fin du film. Mais ils ont pas pensé à faire pareil avec le type qui, à la fin du sketch, est censé vivre éternellement avec du formol dans les veines. And now, who's next? Perhaps you? Non merci, je passe mon tour. Korede Oharida, et malgré les quelques soucis de logique de la conclusion du récit cadre, c'est un excellent film à sketch compilant des récits variés. Thriller, cauchemar en vue subjective, vengeance d'outre-tombe, souhait qui tourne mal, et vengeance des faibles sur les puissants. Tous fidèlement adaptés des récits originaux, tout en leur apportant des modifications pertinentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pulvériser, à vous abonner et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle de Wonder Woman 77 meets The Bionic Woman, crossover entre les deux séries télévisées cultes des années 70, et mes critiques de séries sur Tokuona, où je parle de la saison 1 de Supergirl, qui est un curieux mélange entre Man of Steel et le diable s'habille en Prada. J'allais! Il me semblait donc pertinent de cogner contre ma caméra.